Nous voilà de retour au club étudiant en compagnie de Monsieur François Houlier, le président directeur général de l'Ifremer. Nous vous remercions de nous accorder cet entretien. Nous sommes des étudiants en master et des doctorants de l'école universitaire de recherche intitulée IFSI, qui rassemble des laboratoires de recherche et des masters qui travaillent sur la durabilité de la filière halieutique et toutes les sciences marines associées. Elle est financée par le plan d'investissement d'avenir France 2030. Nous souhaitons vous poser quelques questions relatives aux enjeux et défis que rencontre la filière halieutique et les océans en général. Le désengagement des États-Unis de plusieurs programmes et accords internationaux comme l'accord de Paris sur le climat, les objectifs de développement durable et l'objectif zéro émission inquiètent la communauté scientifique. L'administration Trump va également permettre un accès aux ressources marines profondes, ouvrir les sanctuaires marins à la pêche commerciale et à révoquer la National Ocean Policy, NOP. La parole des scientifiques est décriée, les scientifiques empêchés. La politique des États-Unis n'est plus du tout alignée avec les engagements internationaux. Comment cela se répercute-t-il sur la recherche marine française ? Écoutez, d'abord merci pour l'opportunité de m'exprimer devant les étudiants de l'école universitaire de recherche IFSI. Puis merci pour la question, elle est très large. Alors j'ai regardé quelques éléments particuliers. Premier élément particulier, c'est vrai que nos collègues américains qui ont fait énormément pour l'océanographie, je pense notamment aux gens de NOAA, National Oceanographic and Atmospheric Agency. Je pense aussi à nos collègues de Woods Hole sur la côte Est, à nos collègues de Scripps sur la côte Ouest. Donc tous ces gens-là ont fait des choses remarquables pour l'océanographie. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont dans une grande difficulté, notamment dans l'agence fédérale qui s'appelle NOAA. Alors ça nous pose effectivement des problèmes. Par exemple, aujourd'hui, 2000, en gros, des 4000 flotteurs qui suivent en temps réel la température, l'acidité de l'océan, donc le programme qui s'appelle Argo, 2000 de ces 4000 flotteurs sont pilotés par les Américains. Le fait qu'il y ait un risque de désengagement qui n'est pas encore complètement avéré parce que le président Trump prend des décisions, puis après il y a le Congrès qui arbitre sur les budgets, mais le fait qu'il y ait ce risque de diminution de l'implication des Américains pose un problème parce que ce grand programme auquel la France contribue à une très belle hauteur, on contribue en proportion autant que les Américains en proportion de notre PIB, donc on n'a pas de honte à avoir. Mais ce grand programme-là, c'est le thermomètre de l'océan. Donc si on le détruit ou si on l'altère, c'est un véritable problème. Donc on a un sujet particulier qui est là sur la mesure du réchauffement, du dérèglement climatique en mer. Premier exemple particulier. Alors ça se traduit par le fait aussi que des collègues qu'on connaît, ou que mes collègues chercheurs connaissent, peuvent avoir été licenciés. Et on a eu le cas au printemps dernier, vous savez, en juin, on a accueilli à Nice la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan. Avec le CNRS, donc CNRS Ifremer, on a organisé ce grand congrès One Ocean Science où il y avait plus de 2000 scientifiques. Le deuxième pays représenté, c'était les États-Unis, mais il n'y avait pratiquement aucun chercheur qui venait des administrations fédérales. Ils ne sont pas venus. Ils n'avaient pas le droit de venir. Et on avait par exemple une conférencière invitée qui était spécialiste de l'acidification de l'océan et qui n'a simplement pas pu venir puisqu'elle avait été licenciée. Et donc on l'a remplacée par une collègue très remarquable, une Canadienne qui travaille en Grande-Bretagne. On a trouvé quelqu'un d'autre, mais c'est quand même frustrant. Et pour elle, en tant que personne, donc depuis je crois qu'elle a retrouvé un emploi, mais c'est frustrant pour elle, puis c'est frustrant pour la communauté scientifique de se priver de sa compétence à un moment particulier. Donc oui, ça a des impacts, je dirais, globaux sur l'observation de l'océan. Ça a des impacts individuels sur cette chercheur et puis sur nos relations. Ça aussi, effectivement, vous l'avez évoqué, il y a des sujets d'inquiétude. Les décisions qui ont pu être prises, alors qui ne sont pas encore complètement avérées aujourd'hui, qui ne sont pas traduites dans les faits, sur l'autorisation éventuelle d'aller miner dans les grands fonds marins. Ça c'est un sujet d'inquiétude. La France elle a une position assez claire qui est de dire on n'est pas favorable, on est contre l'exploitation des grands fonds marins, on n'a pas assez de connaissances, il faut en savoir plus. Évidemment, si un grand pays comme les États-Unis décide, lui, à la fois dans sa zone économique exclusive ou peut-être dans la zone, c'est-à-dire hors juridiction nationale, d'aller exploiter des ressources minérales, ça met à mal le multilatéralisme, le droit international, et puis ça met à mal les écosystèmes tout simplement. Donc voilà, il y a toute une série de conséquences potentielles de la position nord-américaine. Donc à ce titre-là, on fait ce qu'on peut nous en France.
Mais je pense qu'on a surtout intérêt à faire des choses en Europe. Ici, vous êtes bien placé à Boulogne, hein, on n'est pas trop loin de Bruxelles et d'autres pays. Et je crois que la bonne réponse, la bonne échelle, sur par exemple l'observation de l'océan, c'est quand même une réponse européenne. S'il faut que les pays prennent une position contre l'exploitation des grands fonds, tant qu'on n'a pas assez de connaissances, il vaudrait mieux que ce soit l'Europe qui s'exprime que la France toute seule. Et d'ailleurs, il y a d'autres pays européens qui s'expriment dans ce domaine-là. Puis il y a un dernier sujet que vous avez évoqué et qu'on ressent, qui est celle de l'inquiétude que ça peut susciter. Enfin, j'ai cru entendre ça dans votre question. Et c'est vrai que de l'autre côté de l'Atlantique, mais pas que de l'autre côté de l'Atlantique, et c'est bien là où est le problème, on voit arriver des gens qui contestent la réalité du dérèglement climatique. On voit arriver des positions politiques qui contestent certains éléments de science, où on prend ceux qui arrangent et on met de côté ceux qui n'arrangent pas. Et ça, pour un établissement, alors comme l'Ifremer, comme moi je préside, c'est vrai que c'est un véritable problème, parce que on s'intéresse à l'environnement, on s'intéresse à l'océan, c'est un bien commun. Si on commence à contester des réalités qui sont quand même avérées, tout le monde a connu l'été que nous venons de connaître en 2025, tout le monde a vu la Méditerranée, je ne sais pas comment c'était ici à cheval sur la Manche et la mer du Nord, mais enfin Méditerranée, je sais que c'était chaud, puis que ça a été chaud et à un moment très froid, puis c'est redevenu très chaud. Si on conteste ce genre de réalité-là, c'est un véritable problème. Et puis si on met en doute la parole des scientifiques, c'est aussi un véritable problème. J'ai pas mal de collègues qui disent la science, c'est pas une opinion. Oui, c'est pas une opinion, c'est des faits. Enfin, il y a des choses qui sont avérées. Et quand c'est avéré, a priori, il n'y a pas de raison de contester. Donc ça, je comprends que ça puisse susciter une inquiétude alors chez les chercheurs. Et je comprends même que ça puisse en susciter une plus grande chez ceux qui sont étudiants. Ou étudiantes. Parce que d'une certaine manière, on se projette dans une carrière, on y attache un certain nombre de valeurs, et si on voit que la société commence à mettre en cause ces valeurs-là, ça pose un vrai problème. Alors on a tendance à dire que ça se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis parfois inquiet que ces comportements, ces attitudes, ces remises en cause soient capables de traverser l'Atlantique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, y compris dans notre société française, des gens qui remettent en cause à certains moments. C'est pas vraiment du climato-scepticisme, c'est plutôt une forme de neutralité par rapport au sujet, de doute léger. Il peut y avoir à certains moments des remises en cause de résultats scientifiques. Donc pour un établissement comme l'Ifremer, c'est important de pouvoir réaffirmer notre position. Donc vous me donnez l'occasion de le faire. Oui, donc nous croyons à la science et on croit effectivement que le climat est en train d'être déréglé et que c'est grave. Très bien, merci. Merci Monsieur François Boulier. Pour observer, comprendre et surveiller les océans, il faut des moyens en mer. Or, la flotte océanographique française est dite vieillissante et également sa décarbonation représente des enjeux très importants sur le plan financier. Par quel financement ou alors par quel partenariat innovant Ifremer s'engage-t-il pour justement remettre en marche cette flotte océanographique et également mettre en place cette décarbonation alors que nous sommes dans un monde où les enjeux économiques sont très contraints? Alors d'abord, la flotte c'est important, et deux, je ne peux pas dire qu'elle serait à l'arrêt. J'ai pu presque entendre ça dans votre question. Donc la flotte, elle continue d'opérer. Moi, j'étais sur l'Atalante cet été, pendant 2 jours, au large de Porto. C'était une mission un peu particulière, c'était une mission d'essai. C'est-à-dire qu'on faisait des essais sur le Nautile, qui est le sous-marin habité qui descend à 6 mm de profondeur et qui peut être mis à l'eau par soit le Pourquoi pas, soit par l'Atalante. Et donc dans cette mission d'essai, il y avait Thomas Pesquet qui a plongé à plus de 2000 mètres de profondeur et un amiral de la Marine nationale qui a plongé à 2000 mètres de profondeur. Et après, il y a des collègues indiens qui ont prolongé à 4000 et à 5000 mètres de profondeur. Et il y a même eu une conférence de presse. J'ai vécu en Inde quelques années, donc ce sujet-là me tient à cœur. Il y a eu une conférence de presse organisée par un ministre indien au retour des ingénieurs et techniciens indiens pour remercier la France et remercier l'Ifremer d'avoir offert cette possibilité-là à nos collègues indiens. Donc la flotte, elle existe, elle marche, elle opère. Après, ce que j'ai entendu dans votre question et qui est très vrai, c'est qu'un navire océanographique, ça vit en gros 40 ans. Et que le plus jeune des navires qui est aujourd'hui en flotte, c'est le Pourquoi pas, il a 20 ans.
Et quand vous savez que vous avez 9 ou 10 navires qui appartiennent à l'Ifremer, parce qu'il y en a un qui appartient aux terres australes et antarctiques françaises, mais sur ces 9 ou 10 navires, quand vous savez que le plus jeune a 20 ans et la durée de vie moyenne c'est 40 ans, vous voyez bien qu'il y a un problème de renouvellement, de modernisation, d'adaptation. Et donc là, oui, on a un véritable sujet devant nous. Dans les années qui viennent, on a 3 gros navires qui vont sortir de la flotte océanographique française. Le premier, c'est l'Atalante, celui sur lequel j'étais pendant l'été, qui est une sorte de couteau suisse, puisqu'il est tous océans, et c'est notamment celui-là qu'on envoie régulièrement dans le Pacifique. Mais il opère aussi dans l'Atlantique, il opère aussi dans l'océan Indien. Donc lui, il devrait sortir en 2030, 31, 32 de flotte. Le Marion Dufresne, qui appartient aux terres australes antarctiques françaises, il devrait sortir en 2032 de flotte. Et le Thalassa, qui est le navire que les Boulonnais connaissent bien, parce que c'est le navire qui fait beaucoup d'expérimentation, d'observation, de surveillance halieutique, et ben ce navire-là, il devrait sortir de flotte en 2035. Donc des navires, l'un fait 85 mètres de long, l'autre en fait 120, le troisième doit en faire 75 ou 80, je ne sais plus exactement la taille. Ces navires-là, quand il va falloir les remplacer, c'est des investissements qui sont très importants. Donc oui, on a devant nous un véritable défi de renouvellement de la flotte et de financement de cette flotte. Puis il y a des navires un peu plus petits qu'il faut aussi renouveler. Alors tout n'est pas noir. On a mis à l'eau cet été, il n'est pas encore rentré en flotte, c'est pour ça qu'il n'est pas dans les plus jeunes. On a mis à l'eau cet été un navire qui s'appelle l'Anita Conti, qui va travailler sur la Manche et sur l'Atlantique, qui est un navire plus court, qui est un navire qui fait à peu près 45 mètres, qui va rentrer en flotte l'année prochaine. Donc on va avoir un premier navire qui va être un peu plus jeune. Mais en gros, quand on me pose des questions sur ce sujet, ce que vous venez de faire, c'est le premier navire qu'on construit depuis 20 ans. Donc ça veut dire que de 2005, mise à l'eau et au baptême du pourquoi pas, jusqu'à 2020, pratiquement, pendant 15 ans, nous n'avons pas investi sur notre flotte océanographique en France. On a fait la jouvence du Thalassa, on a fait la jouvence de l'Atalante, mais on n'a pas construit de navire. Donc on a un vrai sujet devant nous. À ça se rajoute la question effectivement de la décarbonation. Et donc, par exemple, l'Anita Conti qui va rentrer en flotte l'année prochaine, c'est un navire qui, à taille égale, va économiser en gros 30 à 50% d'émissions de gaz à effet de serre selon qu'il est en transit ou qu'il est en station et qu'il travaille sur place. Mais comme il est plus grand que le navire qui va remplacer qui a 47 ans, finalement, on ne va pas réellement diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'on a fait un effort de décarbonation, on a utilisé des meilleures technologies, mais pour autant, on ne va pas complètement réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc on a un véritable sujet devant nous. Pour terminer, qu'est-ce qu'on fait ? On a fait une prospective sur cette question-là. Donc on a demandé à la communauté scientifique de dire quelles étaient les questions scientifiques demain. Par exemple, puisque vous êtes dans une école universitaire de recherche où il y a beaucoup d'halieutique, ça va être quoi les campagnes halieutiques dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans ? Est-ce qu'on va continuer de faire des traits de chalut expérimentaux ou est-ce qu'on va travailler autrement avec de l'ADN environnemental ? Et donc ce n'est pas tout à fait les mêmes navires dont on a besoin. C'est quoi les nouvelles technologies ? Est-ce qu'on utilisera plus ou moins de drones ? On utilisera forcément plus de drones, mais on continuera d'avoir des bateaux. Ça va être quoi ? Les partenariats qu'on va pouvoir développer avec nos collègues européens, avec nos collègues étrangers. Par exemple, on a passé un accord avec les Canadiens pour accéder à leur brise-glace. Et puis ça va être quoi la décarbonation ? Et la difficulté sur la décarbonation aujourd'hui, c'est que les technologies, elles ne sont pas complètement matures. Donc ce qu'on sait bien faire pour décarboner, c'est réduire la vitesse des navires et donc allonger la durée des campagnes. Je regarde un chercheur en face de moi. Ça veut dire qu'il passera un peu plus de temps en mer et qu'il faut qu'il accepte que sa campagne dure 1 ou 2 jours de plus. Ça, c'est la chose qu'on peut faire immédiatement. On peut réduire un petit peu par les technologies, mais on n'a pas encore des technologies complètement matures pour complètement décarboner. Mais le bateau, donc on a fait cette prospective. Avec ça, on a fait un livre blanc. Et si vous regardez la figure qui est sur la couverture du livre blanc, vous voyez un navire océanographique avec des voiles rigides. Donc il y a l'idée qu'à un moment ou à un autre, on arrivera à avoir ce genre de technologie. Je vous remercie pour cette dernière question. Vous soulignez souvent le fait de transformer des résultats scientifiques fiables en des actions concrètes, qu'il s'agisse des avis publics ou alors des changements de comportement chez les citoyens. À la suite de l'UNOC et de la One Ocean Science Congress qui se sont déroulés en juin dernier, comment l'Ifremer pense intégrer justement les recommandations qui en sont sorties sur justement les décisions politiques et halieutiques et environnementales ? Alors c'est vrai que
à l'Ifremer, et pas qu'à l'Ifremer, mais notamment à l'Ifremer, parce que comme on est le seul établissement qui soit complètement dédié aux sciences et technologies marines, beaucoup des questions qui sont posées sur l'halieutique, mais sur la conchiliculture, sur la circulation océanique, enfin beaucoup de ces questions nous sont directement adressées. Alors comment est-ce qu'on arrive à traduire d'abord nos connaissances en recommandations, ou enfin en actions? Bon, d'abord, il y a toute une partie d'appui à la puissance publique. Alors c'est très vrai dans le domaine de la pêche et de l'halieutique. Pratiquement, il n'y a aucun ministre de la mer ou de la pêche français qui peut aller à Bruxelles défendre la position de la France sans s'appuyer sur des données de l'Ifremer. Puisque en gros, c'est nous qui rassemblons toutes les données et les synthétisons et formulons des informations, des connaissances sur la soutenabilité de l'exploitation, de la pêche d'une espèce particulière. Donc ça, c'est une première manière de transformer la connaissance en action. C'est de dire, voilà ce que nous savons, et merci d'en tenir compte. Après, c'est pas nous qui prenons les décisions, c'est pas les collègues de l'Ifremer qui décident. On fournit des conseils, et puis après, c'est une négociation politique entre États. Voilà. Donc première façon de faire. La deuxième façon de faire, c'est à certains moments, les connaissances, on peut les transformer en innovation, en solutions qui peuvent être portées par des entreprises, par des compagnies privées. Donc par exemple, on a des collègues à Lorient qui travaillent sur l'usage de certains outils d'intelligence artificielle pour pouvoir reconnaître des espèces et voir lesquelles seraient susceptibles de rentrer dans le chalut, et voir éventuellement si on peut ouvrir le chalut à ce moment-là pour que les espèces qui ne doivent pas être capturées ne soient pas effectivement capturées. Donc on peut avoir cette capacité aussi à développer des innovations, alors techniques ou parfois pas techniques, parfois aussi sociales. Donc c'est une autre manière de transférer nos résultats vers la société. La troisième manière, c'est d'en parler. Et on a adopté en décembre dernier, sous l'impulsion de la directrice de la communication et des relations institutionnelles, une stratégie de communication et d'influence. Et nous considérons qu'il est très important de pouvoir parler au grand public. Alors dans le grand public, vous avez tout le monde, vous avez les associations, vous avez les entreprises, vous avez les administrations, vous avez les citoyens prévenus, puis vous avez notamment les jeunes. Alors je ne l'ai pas avec moi parce que je ne savais pas que vous alliez me poser cette question-là, mais on a par exemple un petit fascicule qui s'appelle « Plus fort avec la science », communiquer les résultats de la science au grand public et notamment aux jeunes, dans lequel on a toute une série de résultats, de moyens, de vecteurs par lesquels on a transmis de la connaissance. Et dans ces outils, vous avez allé dans les collèges, vous avez, avec par exemple un exercice qui s'appelle apprendre aux jeunes collégiens à débattre sans se battre, y compris sur la pêche. Vous avez des choses qui relèvent des sciences participatives, c'est-à-dire comment impliquer des citoyens, jeunes ou moins jeunes, dans une activité scientifique, y compris par exemple à documenter ce qu'on observe sur les grands fonds, sur des caméras qui sont posées au fond. Il y a des collégiens qui font ça avec leurs profs. Puis vous avez des choses complètement différentes, l'art et la science. On a des collègues qui, l'année dernière, au moment des 40 ans de l'Ifremer, ont, devant le ministre Loher qui était présent, il n'est certes plus ministre, mais qui est présent aujourd'hui, 4 collègues ont fait une sorte de performance de type théâtre de rue. Et ils ont raconté pourquoi ils étaient à l'Ifremer et quels étaient les résultats qu'ils avaient sur le changement climatique, l'acidification de l'océan, les robots pour aller dans les grands fonds ou le réchauffement, ou la pêche. Et donc ils ont, je le sais, frappé l'esprit des 2 ministres qui étaient là ce jour-là par une performance qui était plutôt de nature artistique, parce qu'ils avaient travaillé avec un dramaturge, ils avaient travaillé aussi avec un metteur en scène. À Nice, puisque vous me parliez de Nice il y a un instant, on est allé à l'Opéra de Nice, et les recommandations du Comité scientifique international, donc des 18 membres du Comité scientifique international, on les avait transmis à des gens de théâtre. Et donc Jean-Marc Barr et Lizzie Brocheret. Donc, pour ceux, vous êtes un peu jeunes, mais Jean-Marc Barr, c'est celui qui jouait dans Le Grand Bleu. Donc c'est quelque chose qui parle à ma génération. Voilà, Jean-Marc Barr et Lizzie Brocheret ont d'une certaine manière mis en scène et joué les recommandations du Comité scientifique international. Et tout ça a été encapsulé par de la musique. Donc il y a eu des très beaux morceaux de musique qui ont été joués à ce moment-là. Et le Comité scientifique international est monté sur scène pour slammer ou scander ces recommandations.
Et donc c'est une autre manière de parler au grand public que de dire ce que nous avons à dire en tant que scientifiques. Alors ça touche, c'est pas la même chose qu'un avis sur les populations de sol sont-elles soutenablement pêchées ou pas, mais ça touche le grand public et je pense que c'est important. Donc voilà, donc ces recommandations qui ont été portées par la communauté scientifique, nous à l'IFREMER, on va essayer de continuer d'abord à les actualiser, à les mettre en œuvre. Dans les recommandations, vous en aviez une par exemple qui disait, on a fait un manifeste au moment du One Ocean Science Congress. Ce manifeste, il dit 3 trucs. Première chose qu'il dit, c'est, et ça revient à la question que vous m'avez posée au début, quand les choses sont sûres, du point de vue scientifique, il faut agir. Donc par exemple, le dérèglement climatique est constaté, donc il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est pas la peine d'en discuter pendant des jours et des jours, il faut prendre des décisions. Par contre, il y a des situations où la science dit « je sais pas trop ». Donc par exemple, est-ce qu'on est capable de stocker du carbone dans l'océan avec les techniques dites de Marine Carbon Dioxide Removal ? On sait qu'on peut le faire, mais on ne sait pas quels sont les impacts, on ne sait pas si ça va être négatif à moyen long terme. Et donc là, ce qu'on dit dans ce cas-là, c'est qu'il faut surtout pas prendre des décisions, il faut attendre d'avoir suffisamment de connaissances pour prendre des décisions. Et donc ça, c'est la posture de l'IFREMER. Et puis la troisième chose qu'on dit, c'est que de toute façon, pour transformer la connaissance en action, il faut le faire. Et ça ne peut pas se faire sans les parties prenantes, ça ne peut pas se faire sans les acteurs. Donc voilà, ça c'est une posture. Nous y avons contribué en tant que scientifiques à ces recommandations, donc on a tendance à vouloir les mettre en œuvre. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais voilà, oui, c'est ça le sens de notre action. Écoutez, monsieur Houllier, on vous remercie pour cette interview et on se retrouve très vite pour une prochaine interview.